L'étude Canary, comme cela a déjà été présenté hier par Jean-Luc Volatier, est une étude qui a été menée par plusieurs collaborateurs et donc qui comprend plusieurs volets qui visent à répondre à des objectifs différents. Je ne sais pas si vous pouvez mettre la première diapositive. Ah oui, excusez-moi. Merci. Cette étude comporte plusieurs volets qui visent à répondre à des objectifs différents. Un premier volet santé qui permet de décrire l'état de santé de la population antillaise. Un volet nutrition qui a permis de décrire l'état nutritionnel de cette population antillaise. Un volet sur l'exposition alimentaire à la chlordécone, dont les résultats ont été présentés par Jean-Luc Volatier hier. Et donc ce volet imprégnation qui a pour objectif de décrire les niveaux d'imprégnation de la population antillaise par la chlordécone. Donc je ne sais pas si vous avez pu voir ce matin, j'ai mis quelques synthèses à l'entrée de la salle et donc le rapport sera disponible sur le site internet de l'agence. Donc je vais revenir assez rapidement sur la façon dont l'étude a été mise en œuvre et les questions auxquelles elle permet de répondre. Donc dans l'étude Canary, on a étudié l'imprégnation à la chlordécone, mais aussi à d'autres polluants organiques persistants, que ce soit des pesticides comme le DDT, le HCB, le HCH, mais également des PCB. Et donc, ce sont des substances qui sont persistantes dans l'environnement et qui sont potentiellement néfastes pour la santé. Et finalement, l'interprétation des résultats de dosage va dépendre de la demi-vie d'élimination de ces substances dans l'organisme. Et donc, finalement, quand on mesure des concentrations de lindane dans le sang, on va refléter les expositions qui ont eu lieu au cours des derniers jours avant le prélèvement, alors que quand on va mesurer le chlordécone dans le sang, on reflète les expositions au cours des derniers mois. Et pour les PCB, on va refléter les expositions au cours des dernières années, voire plusieurs dizaines d'années. Donc, là encore, cela a été bien présenté dans les présentations d'hier. Quand on étudie les expositions à la chlordécone, on parle surtout des expositions via l'alimentation, sachant qu'on ne peut pas non plus exclure totalement les risques d'ingestion indirecte, involontaire de poussières contaminées et de sols contaminés, voire des expositions via l'inhalation ou les contacts cutanés. Finalement, l'imprégnation, elle est vraiment à l'interface entre les estimations des expositions et les effets potentiels sur la santé. Les mesures d'imprégnation, elles permettent d'intégrer l'ensemble des sources et des voies d'exposition. Et donc, si elles permettent d'estimer que si une exposition a eu lieu ou non, elles ne permettent pas de savoir la plupart du temps si elles sont associées à un effet sanitaire. Et en particulier pour les mesures d'imprégnation par la chlordécone, actuellement il n'est pas possible de savoir, d'estimer les effets sanitaires attendus en lien avec les niveaux d'imprégnation que l'on mesure. Donc les études d'imprégnation, elles sont vraiment des études d'exposition et on les mène finalement en 3 temps. Dans un premier temps, on décrit les niveaux d'imprégnation de la population à partir des dosages biologiques qui nous permettent de savoir aussi dans le temps quelle est l'évolution de ces niveaux d'imprégnation. Dans un deuxième temps, on caractérise les comportements et les habitudes des participants des études à travers des questionnaires. Et en combinant par des analyses statistiques, des analyses multivariées, ces niveaux d'imprégnation et ces comportements via les réponses aux questionnaires, on essaie de caractériser, de quantifier les déterminants de ces niveaux d'imprégnation. Donc dans l'étude Canary, on a essayé de quantifier l'influence principalement des habitudes de consommation alimentaire sur les niveaux d'imprégnation. Et on a également regardé l'influence du lieu de résidence en zone à risque de contamination terrestre ou maritime sur les niveaux d'imprégnation.
On a regardé pour les consommations alimentaires la consommation de poissons, toutes espèces confondues, parce que dans les questionnaires, il était assez difficile de faire la distinction entre les différentes espèces. La consommation de coquillages et crustacés, la consommation de légumes sensibles à la chlordécone, les légumes dits intermédiaires, la consommation d'œufs, de viande blanche, c'est-à-dire de volaille et de porc, la consommation de viande rouge, mais également la consommation d'eau locale et d'alcool. On a également regardé l'influence des modes d'approvisionnement sur ces niveaux d'imprégnation, à savoir si on observe des différences lorsque les participants consomment ces aliments par autoproduction, par don ou achat en bord de route. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces variables qu'on a testées sont des indicateurs indirects finalement des sources potentielles d'exposition à la chlordécone, puisque dans l'étude Canary, même si on a fait des mesures de contamination des denrées alimentaires, on ne les a pas faites chez les aliments réellement consommés par les participants. Donc un dernier point de méthode, je vous ai remis le schéma d'inclusion des participants. Et donc parmi les 1800 foyers qui ont été inclus dans l'étude Canary, on a réalisé des dosages de chlordécone et des autres polluants organochlorés chez 742 participants, donc 292 en Guadeloupe et 450 en Martinique. Et le fait qu'on n'ait pas réalisé ces analyses chez l'ensemble des participants s'explique par le fait que ce volet d'étude était un volet facultatif, puisqu'il nécessitait la réalisation d'une prise de sang, qui est un prélèvement invasif et un peu lourd à mettre en œuvre. Une dernière difficulté sur cet échantillonnage, c'est que dans Canary, on a un plan de sondage complexe qui vise à surreprésenter les populations à risque d'exposition à la chlordécone, à savoir les pêcheurs, les forts consommateurs de produits de la pêche et les personnes qui résident dans les zones à risque de contamination. Et donc finalement, pour prendre en compte à la fois ce plan de sondage complexe et les refus de participation finalement cette non-réponse, on a appliqué plusieurs étapes de pondération et de calage afin d'obtenir un échantillon qui soit le plus représentatif possible de la population générale adulte de Martinique et de Guadeloupe. Donc on a appliqué une étape de vérification ensuite entre les caractéristiques sociodémographiques des participants de l'étude Canary, une fois cette pondération réalisée, avec les données qui sont disponibles par l'INSEE. Et donc on voit qu'en comparant ces caractéristiques, on les voit qu'elles sont que les caractéristiques des participants de Canary sont semblables à celles de la population générale de Martinique et de Guadeloupe. Donc pour les résultats de l'étude, donc on a les résultats de dosage qui ont été réalisés par le laboratoire de Jean-Pierre Thomé, montrent que la chlordécone est présente à des niveaux détectables, c'est-à-dire supérieurs à 0,02 microgrammes par litre dans 90% des échantillons dosés. Donc si on veut extrapoler ce résultat à l'ensemble de la population générale de Martinique et de Guadeloupe, en appliquant cette pondération, on estime finalement que la chlordécone serait présente à des niveaux supérieurs à 0,02 microgrammes par litre dans le sang chez 87 à 97% de la population en Martinique et entre 84 et 94% de la population générale de Martinique. Quand on voit les niveaux moyens d'imprégnation, on voit que les niveaux qui sont mesurés en Guadeloupe et en Martinique sont semblables. Et on voit également qu'ils sont contrastés, et que ce soit en Guadeloupe et en Martinique, avec des niveaux qui sont supérieurs au 95e percentile de la distribution, qui sont au moins 10 fois supérieurs à ceux mesurés au niveau moyen de l'imprégnation. Et donc justement, ce schéma montre que finalement, au-dessus du 95e percentile, on a vraiment une augmentation importante des niveaux d'imprégnation, et donc on a des sous-groupes de population qui sont vraiment très exposés. Quand on a regardé les caractéristiques de ces individus,
on constate que ce sont des personnes qui cumulent plusieurs facteurs d'exposition à la chlordécone, et ils ont plus souvent tendance à être des pêcheurs, des personnes qui résident dans des zones à risque de contamination par la chlordécone. Ce sont également plus souvent des forts consommateurs de produits de la pêche et de légumes sensibles, donc les légumes racines et les tubercules, et des personnes qui vont avoir tendance à s'approvisionner majoritairement par des circuits informels, par autoproduction, dont ou achat en bord de route. On a comparé les niveaux d'imprégnation qu'on a mesurés dans Canaries avec ceux qui ont été observés dans les études précédentes conduites par l'INSERM en Guadeloupe, donc les études Hibiscus, Carreau Prostate et Timoun. Et même s'il faut prendre en compte les différences méthodologiques entre ces études, et en particulier le fait qu'on soit sur des populations d'études différentes, parce que dans Hibiscus et Timoun, on parle de l'imprégnation des femmes enceintes, et dans Carreau Prostate d'hommes et travailleurs agricoles. Là, dans Canaries, on est en population générale adulte. Et donc, on voit que malgré tout, on semble avoir une diminution pour la majorité de la population des niveaux d'imprégnation par la chlordécone. Mais les niveaux les plus élevés, eux, ne diminuent pas. La recherche des déterminants des niveaux d'imprégnation montre que pour les participantes de l'étude Canaries, on a une augmentation des niveaux d'imprégnation avec la consommation de poissons, donc toute espèce confondue, et en particulier la consommation de poissons qui sont issus de la pêche amateur, de dons et d'achats en bord de route. On voit également une augmentation des niveaux d'imprégnation chez les personnes qui résident dans les zones dans des zones à risque de contamination par la chlordécone. Donc là, l'hypothèse qui est faite derrière, c'est que finalement les participants qui vivent dans ces zones sont plus susceptibles de consommer des aliments qui sont produits à proximité immédiate de leur habitation, sachant qu'on ne peut pas non plus totalement exclure les risques d'exposition via une ingestion involontaire de poussière ou de sols contaminés, et voire d'autres sources d'exposition. On observe également une association, mais non significative, entre les niveaux d'imprégnation et la consommation de viande blanche, c'est-à-dire de volaille et de porc. Donc là, on est sur des résultats qui sont cohérents finalement avec le volet d'exposition alimentaire qui a été réalisé par l'ANSES. Et on voit une association également non significative avec la consommation d'alcool. Et donc là, plutôt que de voir l'alcool comme une source d'exposition à la chlordécone, potentiellement derrière, c'est peut-être une interaction avec le métabolisme hépatique de la chlordécone qui pourrait se faire de façon différente chez les forts consommateurs d'alcool. En revanche, contrairement à ce qu'on a observé chez les personnes les plus imprégnées, on ne voit pas dans le reste de la population en général une augmentation de niveau d'imprégnation avec la consommation de légumes sensibles à la chlordécone. Là, enfin, ce que montre ce résultat finalement, c'est potentiellement que les préconisations qui sont faites, les recommandations en termes de consommation alimentaire sont suivies, et elles montrent finalement l'efficacité de tous les programmes qui sont faits pour réduire les expositions via ces consommations alimentaires, et en particulier l'efficacité des programmes tels que JAFA. Donc, comme je le disais, on a également mesuré d'autres pesticides organochlorés et les PCB. Et finalement, ce dont on s'aperçoit, c'est que la population générale de Martinique et de Guadeloupe est également exposée à ces autres molécules. Donc, je vais passer assez rapidement, mais finalement, on a comparé ces niveaux d'imprégnation avec ceux qu'on a observés en France métropolitaine dans l'étude nationale nutrition santé qui a été conduite en 2007, donc en population générale également. Et on voit, par exemple, pour les PCB, les niveaux d'imprégnation qui sont mesurés en Guadeloupe et en Martinique sont systématiquement inférieurs à ceux mesurés en France métropolitaine. En revanche, pour le lindane, on est là sur des niveaux d'imprégnation qui sont plus élevés. Je passe rapidement parce que je sais que le temps est un peu compté. Donc, excusez-moi, il va falloir conclure, s'il vous plaît. Ouais.
Donc du coup, je vais passer peut-être directement sur les conclusions générales. De toute façon, tous les résultats sont bien détaillés dans la plaquette et dans le rapport de l'étude. Donc ce qu'il est important de retenir, c'est que finalement dans cette étude Canary, on observe qu'on a une exposition qui est généralisée mais contrastée au sein de la population générale de Martinique et de Guadeloupe, et qui concerne non seulement la chlordécone mais aussi d'autres pesticides organochlorés. Depuis 2003, on observe une diminution finalement de l'imprégnation pour la majorité de la population, mais pour les personnes les plus imprégnées, on constate que les niveaux d'imprégnation ne diminuent pas. La recherche des déterminants des niveaux d'imprégnation montre qu'on a une augmentation des niveaux d'imprégnation avec la consommation de poissons, en particulier quand ils sont issus de pêche amateur, de dons et d'achats en bord de route. Et on a également une association avec le fait de résider dans des zones à risque de contamination. En population générale, on ne voit pas d'association avec la consommation de légumes sensibles à la chlordécone. Donc ces résultats sont en grande partie concordants avec ceux qui ont été présentés par l'ANSES hier sur le volet exposition alimentaire. Et ils sont montrés l'efficacité des mesures qui ont été prises pour réduire les expositions à la chlordécone. Ces résultats, en termes de perspective, nous incitent finalement à suivre l'évolution des expositions à la chlordécone et aux autres pesticides dans le temps, afin d'estimer l'efficacité des mesures publiques qui visent à réduire ces expositions. Elles incitent également à bien identifier les sous-groupes de population les plus exposés afin de leur proposer des recommandations spécifiques et un suivi. Elles nous incitent à mieux caractériser certaines sources d'exposition et en particulier celles qui sont liées au milieu de vie, à savoir si l'association qu'on observe avec le fait de résider dans des zones à risque de contamination est liée aux consommations d'aliments produits à proximité immédiate des lieux de résidence, ou est-ce qu'il y a d'autres voies d'exposition qui entrent en considération. Pour interpréter ces niveaux d'imprégnation en termes d'effets sanitaires, il est nécessaire de disposer d'une valeur seuil d'imprégnation qui permette d'estimer le risque sanitaire associé à ces niveaux d'imprégnation. Et enfin, il est important de renforcer en cohérence avec ces résultats et ceux de l'ANSES les recommandations alimentaires qui sont faites par les ARS et par les IREPS, en particulier concernant les consommations de poissons et voire de viande blanche, de volaille et de porc. Donc je vous remercie de votre attention, je remercie l'ensemble des personnes qui ont participé à l'étude Canary et bien entendu l'ensemble des participants de l'étude. Merci. Merci pour cette très belle étude. On a la place pour 2 questions, s'il vous plaît. Bonjour, donc Guillaume Pompougnac, donc de l'IREPS, porteur du programme JAFA en Guadeloupe. Donc vous avez montré qu'on voit que les personnes sont imprégnées d'autres molécules que la chlordécone, type HCH-bêta, dieldrine ou autre. Nous, quand on faisait les analyses de sol au niveau du programme JAFA, quand on analysait tous les organochlorés, on a détecté des valeurs importantes de dieldrine, d'HCH-bêta dans les sols. Par contre, aucune recommandation sanitaire derrière par rapport à ces molécules. Donc la question c'est, est-ce qu'il existe des recommandations sanitaires au niveau de ces molécules? Est-ce que aujourd'hui on analyse que la chlordécone dans les sols? Est-ce qu'on doit aller plus loin et reprendre l'analyse de tous les organochlorés et développer des programmes avec des recommandations sanitaires plus larges sur les autres pesticides? Voilà, c'est peut-être pas vous qui avez la réponse, hein, mais en tout cas je la pose. Et puis par rapport à l'intervention d'avant, les ouvriers de la banane, notamment au dernier COPIL en Guadeloupe, en préfecture, ont vraiment exprimé leurs inquiétudes sur leur santé, notamment par rapport à l'exposition de poussière qui pourrait être contaminée par la chlordécone dans les champs de bananes. En Guadeloupe, on a des concentrations importantes de chlordécone dans les champs de bananes. Du coup, là, j'ai cru comprendre que l'inhalation de poussière pouvait être prise en compte dans l'exposition ou pas.
J'ai pas bien compris si c'était pris en compte ou si c'était voilà, c'était une voie d'exposition importante ou pas. Et quid du coup de la restitution, de la communication de l'étude que vous avez faite, qui est intéressante auprès justement des ouvriers de la banane, qui je pense seraient très intéressés d'avoir une vulgarisation de ce que vous avez présenté. Voilà. Réponse courte, c'est bon. Je vais essayer de répondre rapidement. C'est vrai que sur les autres pesticides organochlorés qui ont été utilisés dans les cultures de bananes, donc on le voit que même en termes de contamination des sols, on se retrouve ces molécules dans l'environnement, et dans une perspective d'estimation des expositions à plusieurs polluants, il serait intéressant de les considérer également. Je sais pas, Yohan, si tu peux répondre sur la question des travailleurs. Pour répondre sur la partie exposition liée à la terre contaminée, en fait, c'est une question qu'on a, on n'a pas la réponse. Moi, j'ai entendu les propos de Claude Aymon tout à l'heure sur le risque d'exposition par l'inhalation des poussières. Donc, effectivement, ça nous interpelle. C'est plus, on pose le problème, et voilà, on espère que certaines personnes prendront à cœur de répondre à cette question. Et pour la partie vulgarisation des données, donc à ce propos, nous restituons en fait tout ce travail, notamment la réalisation de matrices culture-exposition, a été réalisé parce que beaucoup de personnes nous ont aidés à trouver des données anciennes. Voilà, ça n'a pas été facile, et pour cela, donc, nous restituons ces travaux. Tout a été fait un peu de manière rapide, donc les invitations ont été lancées tout récemment, mais en tout cas pour la partie Martinique, ce sera présenté le mercredi prochain, 24, et ça aura lieu au siège du Crédit Agricole au Lamentin. Voilà, donc si vous voulez y assister, par exemple, je sais pas, vous êtes absolument le bienvenu, vous viendrez me voir si vous voulez plus d'explications. Ouais, enfin bonjour. J'avais la même question que monsieur. En fait, je me demandais pourquoi vous présentiez seulement que quelques molécules, alors qu'il y a des dizaines, voire une centaine de molécules qui ont été appliquées. Bon, entre autres, il y a des molécules comme, je crois, le paraquat ou le despirol qui ont été utilisées essentiellement aux Antilles et pas en métropole. Et bon, le glyphosate était utilisé partout. Je m'étonne un petit peu que ça soit pas un peu plus complet, quoi. Après, dans l'étude Canary, il y a une biotech qui a été constituée avec des échantillons d'urine et de sang qui restent disponibles pour faire des analyses complémentaires d'autres pesticides qui ont pu être utilisés. Une toute dernière, s'il vous plaît. Une dernière question pour se mettre en appétit. Oui, bonjour à tous. Jean-Marc Blasi, donc chercheur à l'INRA et habitant de la Guadeloupe. Donc déjà, je voulais vous remercier pour la clarté de votre exposé. Moi, personnellement, je trouve les résultats absolument catastrophiques et extrêmement alarmants, puisque voilà, plus de 90% de la population contaminée. Donc c'est franchement un empoisonnement généralisé. Alors j'ai une question qui s'adresse à vous et une autre au service de l'État. La première, c'est face à ce premier constat, donc qui est celui d'une contamination généralisée, je trouve que finalement, si j'ai bien suivi, vous avez fait à peu près 600 prélèvements sanguins. C'est bien ça, si on cumule les deux. Voilà, sur à peu près 700 000 habitants aux Antilles, ça fait un taux d'échantillonnage qui est, je trouve, extrêmement faible, qui est de l'ordre de 0,1%. Alors face à ces premiers résultats, est-ce qu'il est envisagé une suite, à savoir avec une campagne cette fois de dosage beaucoup plus massive, où on pourrait peut-être atteindre des taux d'échantillonnage de l'ordre de 1%, voire 5, voire 10%, qui serait quand même beaucoup plus significatif pour quand même mieux caractériser ce drame qui est en train de se jouer sous nos yeux. Donc ça, c'est une question qui s'adresse à vous. Et deuxièmement, au service de l'État. Peut-être que la question de l'État, on peut la garder pour la discussion de ce soir. Je la pose quand même, elle est très courte. Est-ce que l'État ne devrait pas donner la possibilité à tout habitant de la Guadeloupe et de la Martinique de connaître le taux de contamination de son sang en chlordécone? On n'est pour rien dans cette contamination. J'estime que ce serait un devoir de l'État que de permettre à tout un chacun de connaître gratuitement son niveau de contamination pour que justement il puisse adapter ses pratiques et réduire son exposition et son imprégnation. Je suis désolée, mais on va devoir clore la session.
Je vais répondre. Merci. Ouais. C'est l'heure du repas. Ah pardon, oui, en effet. J'aurais apprécié avoir une réponse, mais bon, peut-être que l'absence de réponse vaut réponse. Non, pas du tout. On va reprendre ces points ce soir, mais Clémentine va vous répondre sur la première partie. Oui, je vais répondre rapidement. Finalement, c'est vrai que de répéter ce type d'enquête permet de suivre l'évolution des niveaux d'imprégnation dans le temps, et donc c'est quand on fait des études d'imprégnation de cet ordre, c'est un peu l'objectif qu'il y a derrière, de surveiller les niveaux d'imprégnation et leur évolution, et en ciblant aussi des populations particulières, les personnes les plus sensibles, ou mieux identifier les personnes les plus exposées pour leur proposer un suivi. Mais je pense qu'effectivement tout ça sera abordé cet après-midi de façon peut-être plus détaillée et plus complète.